Des idées à déplier. Des idées à déplier, la liberté à déployer. Nous déployons ici plusieurs conversations, à 2, 3 ou 4 voix, pour échanger sur notre monde en mutation. Au travers de chaque échange, donner envie de se questionner, relancer les débats, chercher, ouvrir de nouveaux horizons, raviver l'esprit critique au-delà des pensées mâchées. Car c'est en femme ou en homme libre que nous pouvons manifester les choix qui vont conditionner nos vies et avoir un impact autour de nous sur toutes les catégories du vivant. Bonjour Michel, bonjour Emmanuel. La proposition aujourd'hui, c'est de finir les entretiens que nous avons commencés avec toi Michel autour de qu'est-ce qu'il faudrait qu'on arrive à comprendre pour opérer cette transition, ce shift, ce moment paradigmatique qui va nous permettre d'aller vers la suite. Et donc pour ce faire, tu nous avais proposé des visions systémiques et macro-historiennes notamment, pas que, mais notamment, que nous allons continuer aujourd'hui et finir par une ouverture, mais dont on va laisser la surprise. Notre objectif étant de vraiment donner de la visibilité sur ce qui existe, de la profondeur de champ pour comprendre ce qui se passe et des perspectives pour arriver à changer. Emmanuel, est-ce que tu as des envies de compléter ce propos ? Écoute, merci Christine et merci Michel pour cette magnifique série. Oui, peut-être juste une chose, alors même si j'espère que le moment de diffusion correspondra à ce que je vais te dire, mais après ta belle introduction, Christine, oui, juste peut-être par rapport au contexte qui est le nôtre aujourd'hui, très actuel et un peu plus ancien. Disons, je dirais qu'avec tous les mouvements qu'on connaît aujourd'hui, notamment en France et en Allemagne, avec le mouvement des agriculteurs, qui est quand même un très gros mouvement, et ceux qu'on a connus précédemment depuis les Gilets jaunes, je dirais, il y a quelque chose dans les différents collectifs que j'ai la chance de côtoyer, et j'imagine vous aussi, il y a quelque chose qui ressort, qui est que justement les choses ont du mal à s'ajouter en fait, ou à s'implémenter, dans le sens où les différents combats ont du mal en fait à avancer, parce qu'on a toujours l'impression que tout finalement qu'on reprend les choses, qu'on remet le métier toujours un petit peu au départ, et que du coup voilà, et du coup ce mouvement qui pourrait être un mouvement vraiment incrémentatoire, je sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas qui avance vraiment, on a l'impression voilà, qu'on est tout le temps en train de remettre l'ouvrage au début, et ça a un côté évidemment pour les gens un peu un petit peu désespérant, quoi. Donc du coup, je trouve que on en a parlé un peu en off avec Michel, mais je trouve que du coup, cette série sur les transitions, comment elles se passent dans notre histoire humaine, est vraiment importante pour justement comprendre comment on peut avancer, et notamment, Michel, je crois que tu l'évoqueras, comment on peut essaimer en prenant appui sur d'autres mouvements dans notre histoire qui ont eu comme ça des stratégies pour essaimer du coup ces moments de transition et faire que ça puisse avancer. D'accord. Ok, merci, merci, prenez place. Il y a toi, Emmanuel, de m'inviter. Et merci aussi à Christine de nous avoir accompagnés pendant ces conversations. Donc aujourd'hui, c'est un peu un wrap-up, comme on dit en anglais, pardon. Et il y a une petite tempête ici, il y a du vent qui rentre. Donc, c'est un peu une sorte de finale à notre série. Donc, je vais peut-être d'abord juste vite rappeler en quoi consistent les grands mouvements des macro-historiens. Quelques mots sur Spengler et Toynbee pour remettre le cadre pour celui que je vais discuter aujourd'hui, qui est Carroll Quigley. Et alors, on peut prendre des sujets comme justement, quel est le sujet du changement? Est-ce qu'il y a des dynamiques de transition qu'on doit pouvoir regarder? Et j'aimerais bien aussi parler un petit peu sur quand même l'importance des infrastructures crypto qui sont en train d'être mises en place, et pourquoi c'est quand même important, même pour les gens qui n'ont pas, disons,
un intérêt particulier pour la technologie ou qui se méfient très fort de ce genre de développement. Voilà. Donc, je commence peut-être juste pour vous rappeler. Donc, les macro-historiens, c'est des gens qui regardent toute l'histoire sur toute la planète, dans la mesure du possible, dans la mesure de l'état des connaissances. Et donc, si on commence au XXe siècle, donc en fait, ça a commencé avant, au XIXe siècle, c'est surtout l'idéologie des progrès. Mais alors, donc, Oswald Spengler est un peu celui-là qui va renouveler la macro-histoire au XXe siècle. J'ai commencé mes lectures avec Spengler. Et en fait, il est un peu postmoderniste avant la lettre, si on veut, postmoderne avant la lettre, dans le sens qu'il n'est pas eurocentrique. Donc, il va dire, ben non, l'Europe, en fait, c'est qu'une civilisation parmi beaucoup d'autres, et comme les autres, elle va disparaître. Évidemment aussi à remettre dans son temps, fin de la Première Guerre mondiale, l'État allemand, donc avec tous ces espoirs d'Allemands et toutes ces avancées que l'Allemagne a pu faire au XIXe siècle, et même dépasser la France et l'Angleterre. Donc c'est un choc énorme, un choc psychologique. Voilà, donc ça c'est Spengler, donc il dit en gros que la civilisation c'est comme un organisme, donc il y a une naissance, une maturité et puis un déclin et une mort. Donc il exprime ça par des saisons, printemps, été, automne et hiver. Et alors psychologiquement, ce qui est un peu dur chez Spengler, évidemment, c'est que c'est un déterminisme. Donc en fait, il faut savoir non seulement où on est, mais surtout quand on est. Et le quand on est détermine en fait le champ des possibilités. Donc plutôt une vision décliniste, pessimiste, en tout cas, si on se place du point de vue européen. Ceci dit, d'un point de vue cosmique, Spengler, il dit qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va nous dépasser. Hein, donc il y aura une autre civilisation qui va naître après. Donc dans ce sens-là, il n'est pas métaphysiquement pessimiste, mais il est pessimiste pour, disons, toute la période qui va suivre l'écriture de son livre. Alors, donc, il y a beaucoup de réactions par rapport à Spengler. Et juste pour vous dire, donc les deux anglo-saxons, c'est d'un côté Arnold Toynbee. Lui, il a écrit 12 volumes, The Study of History, donc l'étude de l'histoire. Et alors, celui-là, quand je vais discuter aujourd'hui, c'est Carroll Quigley, qui a écrit The Evolution of Civilization. Tous ces gens-là, c'est la première phase de la macro-histoire au XXe siècle, c'est-à-dire sont des culturalistes. Donc, ce sont des gens qui prennent la culture au sérieux, qui prend l'agent, comment on dit ça en français, de agency, donc la capacité d'action, même si c'est pessimiste par rapport comme Spengler, mais en fait, il reconnaît la culture, Spengler. Il parle, par exemple, que chaque civilisation a un symbole premier, the prime symbol. En fait, chaque civilisation a une sorte d'intuition spirituelle que pendant les 1000 ans que cette civilisation a, elle va exprimer dans la matière, dans l'architecture, dans la musique, dans la peinture, une sorte d'intuition primaire symbole. Donc, par exemple, juste pour donner l'exemple, donc il va dire que Byzance et l'islam, c'est un peu donc le monde syriaque. Et en fait, on voit que c'est des coupoles. Donc, c'est un monde fermé, en fait, tu vois, où l'être humain est protégé par le divin. Il n'y a pas des fenêtres qui donnent sur l'extérieur avec des grandes visées comme dans les cathédrales gothiques. Et il y a les 7 cieux qui protègent et qui clôturent l'univers des Byzantins et de l'islam, qui sont différents, mais ils voient des liens entre les deux. Et par contre, donc, le gothique, ça naît avec les Germains qui vont s'installer en 500 en Europe, mais qui vont avoir besoin de temps pour absorber l'héritage de Rome et de se mélanger au peuple qui est déjà là. Et donc, ça va donner à partir de l'an 1000. Et donc, lui, il pense aux forêts, aux Germains qui regardent le ciel à partir de la forêt. Et donc, c'est le désir de l'infini. Et donc, on voit que les cathédrales gothiques, c'est vraiment un appel vers l'infini. Donc, il va dire notre musique, nos mathématiques, tout ça, ça exprime ce désir de l'infini. Voilà. Donc, ça, c'est Spengler. Donc, Toynbee
il va introduire beaucoup plus de agency, d'activité, de droit à l'initiative, à l'être humain, parce qu'il va dire, en fait, la civilisation, c'est une interaction entre les groupes humains et la nature. Donc, il appelle ça en anglais challenge and response. Donc, il y a, par exemple, un réchauffement ou une glaciation. Donc, toute l'écologie d'un peuple va changer. Et comment est-ce que ce peuple va réagir par rapport à ce challenge? Et par exemple, il va même parler des Esquimaux ou de la Polynésie ou des Bédouins. Il va dire, ça sont vraiment des civilisations qui ont tellement besoin d'énergie pour s'adapter à une écologie particulière qu'une fois ils ont fait cet effort, ils n'ont plus ils n'ont plus la capacité de renouveler. Ils vont rester, ils ont mis toute leur énergie pour survivre dans un endroit très difficile. Et une fois qu'ils ont trouvé comment faire, ils restent où ils en sont. Donc, il appelle ça des arrested civilization, donc civilisation arrêtée. Mais donc, déjà, chez Toynbee, il y a beaucoup plus de liberté d'action pour l'humanité. Alors, j'en viens maintenant à Quigley, mais juste finir les grandes lignes. Donc, après tous ces auteurs culturalistes, et qui a une branche spiritualiste, donc c'est-à-dire que on va avoir des gens comme Aurobindo et Teilhard de Chardin qui vont encore plus loin dans une interprétation culturelle parce qu'ils vont prendre leur métaphysique de leur religion et le mettre dans l'histoire. Donc, par exemple, Teilhard de Chardin, donc il va dire il y a la géosphère, puis il y a la biosphère et puis il y a la noosphère. Donc, création de matière, premier Big Bang, création de la vie, deuxième Big Bang, création des humains, leur culture, troisième Big Bang. Et l'humanité crée donc une sphère interconnectée de pensée qui va se matérialiser évidemment avec Internet et tout ça. Donc, le rôle du Christ dans l'histoire humaine pour Teilhard de Chardin, c'est quelque part de spiritualiser la matière. Donc, un peu comme Saint Paul, quand il parle de la résurrection, c'est pas des zombies qui vont revenir, c'est des êtres transfigurés. Donc, c'est nous avec notre corps, mais avec un corps spiritualisé. Et donc, Teilhard de Chardin, il projette ça à la fin de l'histoire. Il appelle ça le point oméga. Et donc, la tâche de l'humanité, c'est de mettre la vie et la conscience dans tout l'univers. Donc, c'est une vision, je ne sais pas si c'est très catholique, mais en tout cas, on voit bien qu'il a essayé en fait de faire une synthèse entre l'évolution et la métaphysique chrétienne. Et puis, Aurobindo, il fait la même chose donc, il a été éduqué en Occident, à Londres, où il a appris la philosophie occidentale. Et puis, il rencontre un yogi en Inde et il va essayer donc de repenser l'histoire de l'humanité par rapport à ces deux mamelles de son apprentissage. Et il va créer une synthèse où beaucoup d'éléments de compréhension de l'hindouisme vont se retrouver dans ces théories. Et c'est peut-être à ça que réagisse alors une deuxième vague qui sera donc néo-matérialiste ou néo-marxiste, même si on veut. Donc, ça va être Fernand Braudel avec les Annales, donc qui regarde les prix, l'évolution des prix, combien est-ce que la production du grain, comment ça change dans la longue et moyenne durée, etc., etc. Et puis Wallerstein, Emmanuel Wallerstein, qui va se centrer sur la géopolitique. Et surtout, ils sont des historiens qui vont surtout regarder ce qui s'est passé à partir de 1600 et donc toute l'ère de la planétarisation sous dominance occidentale. Et ça va plus ou moins s'arrêter dans les années 90. Et donc là, on en voit ce qu'on appelle en anglais Big History. Donc ça sont des gens qui sont systémiques, cybernéticiens, théorie de la complexité, théorie des... Donc en fait, c'est une sorte de synthèse de la science plutôt. Alors, ils vont étendre le temps, parce que l'histoire, ça reste quand même à partir de l'écriture. Donc, des macro-historiens, ils étudient la civilisation, mais les big historians, eux, ils vont commencer au Big Bang. Donc, ils vont vraiment regarder l'évolution de la matière, de la vie, de la culture, et ils vont chercher quelles sont les évolutions communes. Est-ce qu'il y a des points communs au changement dans les trois domaines? Et ça, on pourrait peut-être en parler après. Donc, transition chaotique,
fragmentation, bifurcation, tout ça sont des termes qui sont utilisés par ces gens-là et qui vont appliquer aussi bien à la physique qu'à la biologie, qu'à la culture humaine. Et donc, c'est peut-être intéressant, et rappelez-moi que j'en parle un petit peu à la fin. Donc, parce que ça nous donne aussi des clés pour comprendre les transitions humaines, en fait. Donc, quelles sont les grandes règles qu'on peut regarder. Et alors, l'espoir de ce point de vue-là, c'est que quand on regarde en arrière, il y a évolution. Pas seulement évolution darwinienne, hein, donc on essaye et puis on choisit ce qui marche le mieux, mais aussi évolution dans le sens de plus en plus de complexité. Donc l'évolution, elle procède par différenciation, intégration. Donc ça, c'est la vision. Et donc ça a commencé dans les années 90. Et on en a encore là, je crois. Dans la grande histoire, c'est encore aujourd'hui, c'est l'école dominante. Les autres, oui, vas-y Christine. Quand tu dis ça a commencé dans les années 90, tu parles de ces auteurs-là, pas de ce qu'ils Oui, observent. big history. Oui, je préfère juste... Une sorte de synthèse, qu'ils essayent à faire un peu de synthèse. Et alors, par exemple, tu vois, la deuxième école des historiens marxistes va plutôt rejeter la première école. La troisième école, elle va être plus intégrative. Donc, ils vont être plus enclins parce qu'ils ont cette approche systémique. Et donc, ils vont aussi reconnaître plutôt l'apport civilisationnel. Et évidemment, ils sont aussi un peu réductionnistes dans le sens où la théorie des systèmes peut être vue comme une théorie qui nie l'intériorité. Hein, c'est des systèmes de feedback et les agents produisent des choses et puis ça fait réagir d'autres agents. Et en fait, la critique originale, mais je ne sais pas si elle s'applique vraiment à la Big History, mais la critique originale des marxistes et des théories intégratives par rapport au systémisme, c'était il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'intériorité. Donc c'est subtle reductionism, un réductionnisme où on réduit tout à un système. Mais il y a pas d'histoire culturelle. Oui, ça se complique parce que eux, ils vont appliquer ça sur l'histoire, justement. Donc, ils sont obligés d'en tenir compte. Donc, oui, parce que j'allais te demander, Michel, tu dis que justement les macro-historiens, la première vague, là, placent la culture au centre en fait de leur vision. Oui. Et du coup, pour les big historiens, alors du coup, la place de la culture, c'est une expression de la complexité en fait. Donc, ils reconnaissent la culture, mais comme en fait, il y a une sorte de courbe évolutive, chaque fois de plus complexe. Et puis, ceux qui croient dans le transhumanisme, donc ça, c'est des grosses discussions qu'il y a dans ce monde-là, ils vont dire, mais maintenant, tiens, on crée une quatrième vague qui a la technologie et qui va peut-être devenir consciente elle-même. Et donc ça, il y a tous des débats entre ceux qui croient au transhumanisme et ceux qui ne croient pas au transhumanisme dans ce milieu-là. Donc, il y a plein de gens différents. Hein. Donc, par exemple, j'ai découvert une école russe à Moscou, des gens vraiment géniaux qui font une synthèse entre World Systems Analysis, donc la deuxième vague et la troisième vague. Et ils sont en train de créer une synthèse de ces deux mouvements. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Il faut quelque chose avec évolution, évidemment, dans le nom. Voilà. Alors, maintenant, je reviens à Quigley. Donc, c'était juste pour quand même vous recadrer parce que les gens ont peut-être un peu oublié ce qu'on a raconté dans les autres émissions ou peut-être c'est la première fois qu'ils écoutent. Alors, Quigley. Donc, première chose que Quigley apporte, c'est une vision beaucoup plus spécifique au niveau de l'évolution des civilisations. Hein, parce que, donc, quelque part, Spengler, c'est quand même un peu simple. C'est les saisons. C'est un organisme. Donc, naître, maturation, et puis on meurt. On vieillit et on meurt. Donc, il y a quatre stades chez Spengler. Chez Quigley, il y en a 7.
Et alors, il va introduire quelque chose qu'il appelle les instruments d'expansion, et qui va créer, donc il va introduire un élément dynamique, c'est-à-dire une civilisation, elle va croître uniquement si elle a un instrument d'expansion, donc quelque chose qui va pouvoir extraire un surplus d'ailleurs et de chez soi, donc plus de productivité si on veut. Et ça va pas durer, donc ces instruments d'expansion vont s'institutionnaliser. Et ces institutions vont travailler pour eux-mêmes et pas pour la société. Et alors, c'est fini. Sauf si on trouve un autre instrument d'expansion. Mais alors, je vais y revenir. Donc, d'abord, je vous explique les 7 stades de Quigley au niveau de l'évolution des civilisations. Alors, le premier, c'est peut-être celui-là qui est le plus étonnant, c'est mixture. Mixture, je veux dire mélange. Et en fait, il n'y a pas de civilisation s'il n'y a pas un mélange de peuples. Pourquoi? Parce que les peuples tribales sont des peuples qui sont dans customs, donc dans leur habitude. Ils sont adaptés à un milieu particulier, une géographie particulière. Par exemple, les nomades pastoraux, ils ont une certaine culture et ils n'ont pas de raison de changer leur culture. Pendant des milliers d'années, la culture, elle change plutôt un petit peu, mais enfin, ils vivent toujours dans les steppes, ben, ils n'ont pas raison de changer leur structure sociale. Par contre, on va donner l'exemple, les steppes, ils dessèchent. Du coup, l'agriculture dans les civilisations, elle va aussi être moindre, puisqu'il va aussi être trop chaud chez eux. Donc, il va y avoir un dessèchement des deux côtés. Donc, du coup, les nomades sont poussés à partir pour pouvoir survivre. Et en même temps, les civilisations sont en train de s'affaiblir parce qu'il y a moins de productivité, moins de surplus à l'intérieur des civilisations même. Donc, du coup, ça invite à une invasion, si on veut. Et c'est justement ces mélanges-là qui va créer une nouvelle civilisation. Hein? Typiquement, par exemple, fin de l'ère romaine. Donc, la civilisation hellénique, elle collapse. Les Germains, ils viennent. Mais ils ont besoin de se mélanger aux Romains et Gallo-Romains parce qu'ils n'ont pas la capacité de gérer la complexité d'une société complexe comme avec les villes romaines et tout. Donc, ils vont devoir s'arranger avec ce qui reste de l'élite romaine, qui est devenue chrétienne. Et donc, c'est ce mélange-là entre le germain et la chrétienté de la Méditerranée qui va créer quelque chose de nouveau qui sera la civilisation européenne qui va renaître à l'an 1000. Donc, mélange, c'est très important. Alors, une fois que le mélange est fait, c'est gestation. Donc, la civilisation va essayer de se trouver. C'est quoi ce mélange? Et comment est-ce qu'on va faire? Et donc, de cette période de gestation, va donc sortir une forme particulière. Et c'est à ce moment-là, quand elle est plus ou moins fixée, qu'elle va avoir envie de s'étendre. Donc, elle est assez forte intérieurement, donc, et ça crée un surplus d'énergie. Et là, elle va s'essaimer de façon littérale, hein, parce que, par exemple, les Grecs, c'est comme ça. Hein, les Grecs, quand il y avait une surpopulation dans leur police, donc dans leur ville, ils envoyaient des gens de l'autre côté de la mer pour créer une autre ville qui était une sorte de fille. Donc, c'est comme ça que l'hellénisme, avant Alexandre, s'essaimait. Donc, ça, c'est l'âge de l'expansion. Donc, on est au 3e stade. Donc, ça, c'est et alors là, je vais introduire donc cet élément d'instrument d'expansion. Donc, c'est quoi un instrument d'expansion? C'est quelque chose qui permet d'extraire un surplus de l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc, à l'extérieur, ça veut dire la conquête, évidemment. Hein, ça veut dire envahir, contrôler les flux commerciaux qui est en dehors de l'ère géographique initiale. Donc, l'exemple qu'il donne pour l'Europe, il dit qu'il y en a 3. Féodalisme, capitalisme commercial et capitalisme industriel. Chacun de ces
de ces instruments d'expansion, donc va s'institutionnaliser. Donc en anglais, des chivalry, la chevalerie. Donc ils vont commencer à amuser, se battre, ils vont faire des festivals et des machins. Donc du coup, ça va devenir quelque chose qui n'est plus expansionniste. Le capitalisme commercial va devenir le mercantilisme, donc va devenir dépendant de l'État. Et puis le capitalisme industriel va devenir le capitalisme monopolistique. Et donc chaque fois, il y a fin de l'expansion. Et si ça persiste, donc ça va devenir en fait alors le 4e stade. Je vais revenir à l'instrument. Le 4e stade qui va être conflict, age of conflict, qui va mener à age of empire, decay and invasion. Donc donc l'âge de conflit, par exemple, alors, je crois que c'est environ au 6e siècle avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas. Donc Confucius, le taoïsme, tout ça, c'est dans l'âge des royaumes combattants. Donc il y avait des empires chinois, enfin en tout cas des grandes royautés chinoises avant, mais en fait ils vont entrer en déclin. Donc leur instrument d'expansion va s'essouffler, et donc là tu as du conflit. Et alors ça c'est très intéressant, ce qui se passe dans cette période-là, c'est que le conflit va épuiser les combattants. Que ce soit les villes italiennes au XIVe siècle, les royaumes combattants chinois ou les polices de la Grèce, ils vont se fatiguer avec des luttes intestines continues, et donc ça crée les conditions du stade suivant, l'empire. Donc l'empire, c'est quoi? C'est une force semi-périphérique ou périphérique qui va se dire, ben, c'est à nous d'envahir. On va pouvoir envahir la sphère civilisationnelle et prendre le contrôle et remettre tout ça en ordre et créer de la paix. Les Pax Romana, Pax Americana. Donc ça, c'est un peu le paradoxe des empires. Donc ils vont créer la paix intérieure, relative, et ils vont pousser le conflit vers les frontières. Et ça va marcher pendant un certain temps. Et donc, c'est ça qui va permettre l'expansion impériale à ce moment-là, mais qui est plutôt une sorte qui est plus innovateur, qui est en fait une sorte de réplication. Par exemple, Alexandre, il va copier la culture hellénique, et les Romains, ils vont rien inventer de nouveau. Ils vont s'inspirer de tout ce que les Grecs ont fait, et puis ils vont un peu épicuriens, stoïciens, mais ils vont rien réinventer de nouveau. Ce sont des militaires, des ingénieurs, des commerçants. Même chose pour les Ottomans, qui reprennent des civilisations antérieures, et il n'y aura pas de vie intellectuelle dans ces empires. C'est plutôt très pragmatique, mais ça crée de la paix. Donc ça va stabiliser pendant quelques centaines d'années, éventuellement, cette sphère civilisationnelle. Quand ça marche plus, quand elle s'épuise, c'est decay, donc décadence, affaiblissement. Alors je ne sais pas si on peut appliquer ça à l'Europe, mais on pourrait dire par exemple Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, ça a été notre age of conflict. Après, les Américains sont devenus les maîtres de l'Europe. On est devenu un protectorat, donc on a créé l'Empire universel, Pax Americana, sauf que c'est pas un vrai empire techniquement, mais en pratique, ça l'a été, et l'État-nation est la forme que ça a pris aujourd'hui. Mais tu vois que le schème, ça marche, ça fonctionne quand même, je trouve, assez bien. Donc, decay, et après, oui, Christine? Si on regarde les 2 guerres mondiales du XXe siècle, et on prend que celle-là, alors qu'il y en a eu plein d'autres dans ce siècle-ci, on voit bien qu'on est allé tellement loin d'en repousser les limites de ce qu'on pourrait caractériser d'humain, au sens d'Hannah Arendt, que effectivement, c'est les instruments du déclin. C'est-à-dire qu'on ne peut plus croire Oui. un modèle qui a proposé quelque chose avant les guerres mondiales
et les guerres mondiales, avec leur barbarie d'un côté, la Shoah de l'autre. Quand on arrive à une industrialisation de la mort telle qu'on l'a vécue, les promesses philosophiques qui étaient en amont tiennent plus. Donc effectivement, Oui. toutes les racines se détériorent. Je te rends la parole. Alors, juste pour mentionner un livre que je viens de lire, je l'ai presque terminé à 20 pages près. C'est un livre français que je recommande. Ça s'appelle, alors le titre m'échappe, mais c'est Vincent Citeaux, et c'est une analyse comparée de la vie intellectuelle dans 8 civilisations. Et alors lui, il arrive à un schéma que je trouve aussi assez convaincant. Donc il dit, un cycle civilisationnel passe par 3 phases. Le pré-classique, le classique et le post-classique. Je dis ça parce que ça renforce ce que tu viens de dire. Donc le pré-classique, c'est la naissance. Donc le printemps de Spengler et les premières phases de Quigley. Donc en fait, c'est le religieux qui domine. Et la mythologie, la pensée mythologique, tout a un sens encore. Puis le classique, c'est quand la raison essaie de comprendre la religion. Donc on est un peu en équilibre, et c'est la raison et la mythologie coexistent. Et par exemple, tu vois, le 4e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, où Platon et Socrate sont encore très imprégnés de leur mythologie. Ils peuvent parler d'Homère et ils essayent de créer un sens. Évidemment, ça c'est lié à la naissance des villes. Hein. Il faut la ville pour faire la philosophie. Et la ville devient de plus en plus indépendante. Et ça va donc créer en fait la 3e phase, le post-classique, où la raison va devenir autonome. Donc elle va essayer de se libérer de la religion. Et donc ce qui va se passer là, c'est donc ça va finir, ça va créer son propre déclin. Et dans le déclin, il y a une nouvelle religiosité et la science qui va se détacher complètement de toute attache métaphysique. Et enfin, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on voit c'est bien ça. Il y a vraiment, en tout cas autour de moi, plein de gens qui recommencent à penser à la spiritualité et parce qu'ils trouvent que rien qu'avec la raison, ils s'en sortent pas. Et voilà. Bon, ça c'est Vincent Citeaux. Et alors, donc lui, il va dire par exemple que la Chine a eu 3 cycles, l'Inde a eu 2 cycles. Et entre les deux, il y a des Dark Ages, donc des âges sombres, hein, où en fait, il n'y a plus rien. Donc on reconstitue une religion, si on veut. Mais ça va aussi couper avec les périodes d'avant, et donc on doit recommencer en fait. Donc le cycle va recommencer, on va... voilà. Alors, donc, je voudrais encore dire une chose. Je crois qu'on en a parlé, donc je vais juste en parler un petit peu. Donc ça c'est Michel Bowens, si on veut. Donc quand j'ai lu Quigley, je me suis dit, mais en fait, les communs dans tout ça. Donc là, il y a 2 choses à dire, et on en a déjà parlé. Donc c'est ma théorie de la pulsation des communs, c'est-à-dire que dans les âges ascendants de cycle, donc quand l'État et le marché marchent bien, ça va affaiblir les communs. Mm-hmm. Par contre, quand on est dans des phases de descente et que l'État et le marché n'arrivent plus à bien fonctionner, ça va motiver les gens à recréer du commun. Mais en particulier, dans les âges sombres, il me semble que là, des congrégations mutualisées jouent un rôle tout à fait important. Donc, par exemple, chez Toynbee, on apprend que les Cosaques, qui étaient une congrégation, je ne savais pas, ont créé la Russie. Donc, c'est des communautés de combattants en famille, hein, ils étaient des villages, qui ont appris à dominer les rivières. Ils ont inventé des formes de bateaux qui pouvaient se défendre des Mongols. Et donc, quand ils ont arrêté les incursions mongoles, ça a donné de l'espace
ça a sécurisé l'espace pour la culture, la civilisation russe et byzantine russe de se développer. S'il n'y avait pas eu de Cosaques, il n'y aurait pas eu de Russie. Mais même chose en Europe, si l'ordre teutonique n'avait pas sécurisé l'Europe de l'Est, les bénédictins ont pu se développer en Italie et redévelopper l'agriculture qui avait complètement capoté au 5e siècle. Et les cisterciens ont développé 70%, 70% de l'aire agricole en Europe. Donc, c'est des organisations, des congrégations avec une transcendance dans leurs idées, donc ils sont sacrificiels. Et en même temps, tout leur surplus est mis dans leur propre infrastructure. Donc ça, je crois que c'est très important comme dynamique dans les âges sombres. Donc d'abord, les ordres militaires, les ordres craft agrarian, on dit en anglais, donc ils font l'agriculture et une nouvelle sorte d'industrie. Et ça donne donc les conditions pour rebâtir les villes. Et là, c'est les guildes qui sont aussi des fraternités, hein, avec des patrons religieux et tout, vont revivre les villes. Et c'est seulement après que le capitalisme et les instruments d'expansion capitalistes vont commencer à jouer un rôle. Mais donc, je crois que c'est intéressant. En tout cas, c'est mon hypothèse. Je réagis à ce que tu viens de dire parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est que on voit qu'à chaque fois, en effet, qu'il y a un problème de ressources, on voit réapparaître les communs. Mais je dirais que c'est comme si c'était par nécessité. Et aujourd'hui, de par le fait qu'on ait précisément de la vision un peu globale sur l'histoire, c'est comme si on pouvait choisir aussi de nourrir les communs sans forcément en avoir besoin. Je trouve que c'est une différence aujourd'hui. Il y a les communs de nécessité, mais il y a des acteurs qui décident volontairement de nourrir des communs. Et là, je dirais que ça permet d'agréger les plans de spiritualité, peut-être au sens éthique du terme. Comme ça, chacun a sa propre définition de la spiritualité ou de la transcendance. Mais c'est par choix, par éthique, par liberté qu'il y a une contribution commune, même si elle est émergente et tâtonnante. Ce qui est, à mon avis, la première fois où il y a une différence de par cette macro-lecture que nous avons de nous-mêmes et de notre histoire. On ne subit plus, on n'est plus uniquement dans la nécessité, mais on peut être aussi dans la volonté, ce qui me paraît différent. Oui, moi je crois qu'il y a les deux, hein. Donc moi je crois qu'au départ c'est justement la volonté, donc c'est les gens qui anticipent, donc les visionnaires, les prophètes, ceux qui sont dégoûtés moralement par le déclin de leur société, qui vont sortir. Et puis il y a une sorte d'évolution un peu darwinienne, hein. Il y a des choses qui vont marcher, qui vont pas marcher. Donc il y a à un moment donné il y a une consolidation de forme, d'innovation. Et à ce moment-là, les gens qui ont une nécessité, ils vont être attirés parce que ces gens ont fait, qui au départ sont des gens, comme tu dis, qui ont vraiment choisi. Mais moi je parle de conscience anticipatrice. Donc des gens qui voient avant les autres que ça marche pas, mais peut-être qui souffrent plutôt d'un manque relationnel ou de sens, pas nécessairement d'un manque matériel, mais donc ils sont confrontés au vide spirituel de leur société. Et par exemple, j'ai lu un livre sur les derniers païens. Je me rappelle pas du titre ni de l'auteur. C'est un livre qui est basé sur les lettres que l'élite s'écrivait au 5e siècle. Donc c'est il y a la lutte entre les païens et les chrétiens, si on veut, était un sujet important pour ces élites. Et un empereur qui choisit de côté des chrétiens, puis un autre qui veut remettre les païens, etc., etc. Mais tu vois très bien qu'il y a des jeunes nobles ou la classe sénatoriale équestre de Rome, et ben ils sont en révolte morale contre leur société en déclin, et donc du coup ils s'intéressent à la chrétienté, qui commence avec des individus, hein, qui quittent les villes pour vivre en solitaire dans le désert, puis qui forment des petites communautés,
Et puis, il y a tellement de gens de l'élite qui veulent les rejoindre que ça grandit. Et du coup, ils ont un rôle dans la chrétienté, puisqu'ils peuvent manager des ensembles beaucoup plus grands que des gens non éduqués ne sont pas capables de gérer. Et donc, du coup, il y a une fuite de l'ancien monde, on va dire païen, vers les nouvelles institutions collectives qui sont créées par les nouveaux chrétiens. C'est un livre très intéressant parce que c'est vraiment basé sur les témoignages de l'époque. Oui, donc j'en étais donc aux instruments d'expansion et donc je crois qu'on doit étendre cette notion vers les communs. Et donc aujourd'hui, quand on est, à mon avis, en déclin, donc c'est vraiment le moment de repenser ces initiatives. Juste un petit témoignage. Alors, moi, je suis un chrétien culturel, plutôt pas un chrétien pratiquant. Et avec ça, je veux dire que je m'intéresse à l'apport de la chrétienté, à ce que nous sommes, parce que je crois qu'on a, dans l'inconscient, on a plein de catégories qui viennent de 1000 ans d'histoire. Et donc, il faut l'étudier, digérer et voir ce qu'on fait avec. Mais j'ai découvert une communauté uthérite qui s'appelle Brüderhof. Donc, 2 jeunes gens dans les années 30 en Allemagne qui ont créé avec 5-6 familles qui voulaient vivre comme les apôtres, donc en communauté des biens, qui ont été chassés d'Allemagne par les nazis. Aujourd'hui, ils sont à 6000 et tu dois voir, pour le croire, leurs vidéos. Ces gens, ils vivent dans une prospérité communale, mais tout à fait incroyable. Donc, au Minnesota, ils ont un lac, ils ont 10 km² de bois. Ils ont racheté des monastères et des écoles des franciscains. Et voilà. Donc, en mutualisant leurs besoins, donc ils reçoivent leurs habits d'un service de la communauté. Ils mangent une fois par soir, ils mangent ensemble. Et par ailleurs, ils vivent en famille avec leur petit appartement. Mais voilà, ils ont des book clubs, ils ont tout ce qu'il faut. Pas d'ordinateur chez eux, c'est interdit. Alors, je dis pas qu'il faut faire comme ça, mais je voudrais simplement indiquer que même aujourd'hui, cette mutualisation, c'est une vraie force. Surtout quand, et ça c'est une vraie question, hein, quel genre de transcendance on a besoin? Alors, les communs en soi, c'est déjà une transcendance, mais c'est une transcendance immanente. Donc, on a un projet en commun, on y croit tous, et donc on va créer de l'unité autour de ce but, et ça va nous discipliner et nous demander un certain sacrifice. Et la grande question est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut quelque chose de plus? Donc, une transcendance transcendante plutôt qu'une transcendante qui est uniquement dans les communs. C'est une question que j'ai, j'ai pas la réponse. Voilà. Alors, avant de passer peut-être aux questions ou à la discussion, je voudrais juste peut-être faire un petit survol donc des dynamiques de transition. Donc, selon la Big History, il n'y a pas de société complètement stable. Il y a des phases de stabilité. Donc, on appelle ça Relatively Stable System. Donc, un système relativement stable. Donc, c'est-à-dire que pendant un certain temps, il y a une sorte d'hybridation de certaines institutions qui fonctionnent plus ou moins bien et qui gardent l'unité et la stabilité dans une société. Ça dure environ 100 ans. Donc, tous les 100 ans, il y a déjà des changements. Et donc, les transitions sont chaotiques. Donc, les transitions ne sont pas douces, elles sont chaotiques. Donc, les vraies transitions, quand il faut vraiment changer, donc c'est les vieilles institutions qui ne fonctionnent plus. Et donc, il force il y a une désagrégation qui se fait. Il y a les formes de germes qui vont essayer de trouver des solutions. Et après un certain temps, ça va créer un nouveau mélange qui va créer les conditions pour une nouvelle société relativement stable. Voilà.
et ça c'est quand même important pour pas avoir d'illusions, c'est que les périodes de changement sont des périodes quand même difficiles. Euh, Disons qu'on et peut le dire depuis longtemps, et le problème, c'est que maintenant, on y est complètement, physiquement. oui, voilà. Et Je crois évidemment, qu'on est entré dans l'ère chaotique, donc c'est plus quelque chose qu'on peut c'est dire pas ça va venir virtuel, dans là, les années 30. Non, non, on y est là, tout le monde le sent. Il y a une cascade de bifurcation en série, la métacrise, la polycrise, etc. Et voilà, donc on est dans une période de changement qui, en général, peut durer entre 20 et 30 ans. Hein. Donc la guerre de 30 ans, la Première Guerre mondiale jusqu'à la Deuxième Guerre, en fait, c'est une période de transition, c'est 30 ans. Napoléon, c'est quand même de la Révolution jusqu'à 1815. Ça fait aussi 25-30 ans. Donc, chaque fois, c'est quand même des périodes, au moins une génération, en fait. Hein. Donc, c'est quelque chose qui a un challenge. Et alors, ce qui se passe, donc, différenciation et intégration, c'est chaque fois, il y a d'abord cette différenciation qui demande, en fait, une réintégration à un plus haut niveau de complexité ou l'âge sombre. Donc, là, un âge sombre, c'est quand il n'arrive pas. Donc, là, il n'y a pas assez de ressources. Pardon, oui, vas-y. On a les deux en ce moment avec un âge sombre qui est beaucoup plus dodu en volume d'individus que les 4 pompons qui essaient de montrer qu'il y a autre chose. Donc, C'est pas sûr. Moi, je sais pas. Je sais pas. C'est ce qu'on voit, mais difficile de savoir en termes de proportion, je pense, Christine, parce que du coup, c'est évidemment ceux qui sont dans les médias, qui captent l'attention et la visibilité. Je pense, enfin, je sais pas pour être positive à tout prix, mais il me semble que du coup les deux coexistent. Hein, ça, je suis entièrement d'accord. Mais il est possible que les gens justement qui ont cette conscience et qui sont déjà en train de commencer à faire autrement soient beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense. Enfin, j'espère. Mais ils sont moins en lumière. Donc, ouais. Alors, la question, est-ce que donc, après 20 ans, est-ce qu'on va monter ou est-ce qu'on va descendre? Ça, c'est une vraie question. Disons que c'est vrai, et depuis les créatifs culturels, c'est ce qu'on dit, hein, qu'il y a effectivement plus de gens qui agissent et qui sont pas rendus visibles, ça c'est incontestable. Mais le retour de Trump ne va pas nous aider, sauf à nous mettre un coup de pied aux fesses. C'est ça la bonne nouvelle, c'est-à-dire que je pense qu'à chaque fois qu'il y a une phase nouvelle d'âge sombre ou de petits morceaux d'âge sombre, ça booste encore plus les gens à se dire j'en veux tellement pas qu'il faut que je fasse quelque chose, quoi. Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord sur le fait que les acteurs qui contribuent au changement de monde ne sont pas rendus visibles par les grands médias. Donc la quantité qui se compte est plus compliquée. Le problème, c'est que les moyens financiers sont plutôt du côté de l'âge sombre. Et puis il y a la question du ventre mou des personnes du milieu qui savent pas très bien où aller. Et je dirais que notre force, elle est pas que dans l'enthousiasme, et c'est là que ça rejoint Michel, c'est que la force, elle est pressée justement s'il y a de la transcendance, quelle que soit la définition qu'on lui apporte, mais c'est cette force-là qui est supérieure aux petits individus que nous sommes, qui peut être un idéal commun, qui peut être, ça peut prendre des formes différentes, mais c'est cette force-là qui nous permet de tenir alors qu'on n'est pas visible, pas très nombreux, pas des sous, avec des perspectives tout à fait réjouissantes, et quand même on continue à avancer. Donc il doit y avoir un truc. Voilà, je rends la parole. C'est la question, il me semble, on l'avait déjà évoqué, hein, il me semble que c'est la question du récit, c'est-à-dire vraiment le récit, hein, le narratif, c'est pas du tout pareil pour moi, mais vraiment la question du récit qui est, me semble-t-il, à la base de l'émergence d'un nouveau système d'organisation et qui fait le lien justement pour qu'on devienne société et non plus des petits îlots qui sont parfois pas forcément en lien. Et c'est ça la question aussi de l'échelle, enfin de l'échelle pour faire société. Il me semble que c'est cette question du récit. Et oui, moi ce qui me semble intéressant, ce que j'avais peut-être envie qu'on discute, c'est
effectivement, sur ce que tu appelles, là, Michel, donc la stratégie d'expansion, enfin, tout ce qui permet d'essaimer, justement. Alors, il me semble qu'il y a des choses intéressantes à penser là sur ce qui s'est passé, ce que tu racontais. Oui. Et il me semble qu'il y a aussi et ça me paraît aussi intéressant d'observer les différences. Parce que il me semble tout de même qu'on est il me semble, hein, peut-être me trompe, mais Oui. qu'on est dans quelque chose qui est quand même assez singulier. Notamment, par exemple, tu vois, sur donc tu dis, donc dans toutes les phases précédentes, l'urbanité était cruciale. Est-ce qu'elle l'est toujours autant, cette question-là? La question aussi, ben, évidemment, on avait parlé juste avant en off sur la question justement de ces communautés, enfin, de la part du numérique dans la possibilité de création de liens et d'échelles justement plus cosmo-locales, comme tu dis, Michel, et donc de dépasser la localité, mais tout en faisant coexister évidemment les deux. Et puis, il me semblait aussi, pardon, c'est trois choses, mais justement dans cette stratégie d'expansion, d'essaimage, de ce que je comprends, et par rapport à la monnaie aussi, ça me semble c'est évidemment quelque chose de fondamental, c'est la question du surplus. Et je crois qu'en fait, pour l'instant, on le gère. Alors à la fois, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de récit commun complètement constitué, et je pense aussi on ne pense pas vraiment complètement cette question du surplus, qui à mon avis est nécessaire pour qu'il y ait mouvement et pour qu'il y ait justement essaimage. Et je pense qu'on ne la pense pas aussi parce qu'il y a un rejet de cette notion de surplus. C'est-à-dire que du coup, Oui, tout à fait. Là, je crois que l'égalitarisme exagéré est un problème, en fait. exactement. Et parce qu'en fait, du coup, la résistance, peu importe comment on appelle ça, mais disons que les gens qui veulent penser ce monde qui vient se constituent aussi, la plupart du temps, en rejet par rapport à cette question du surplus. Et du coup, comme ils le rejettent, ils l'intègrent pas. Et en fait, ça fait qu'il n'y a pas ce carburant, cette énergie nécessaire, en fait. C'est là que la transcendance permet de sacrifier l'ici et maintenant pour pouvoir... et donc, c'est là que la reproduction d'un système social, mais surtout sa croissance, elle dépend d'un surplus. Donc, si on n'a pas de surplus, il n'y a pas de croissance. Et on reste petit. Et donc, si on dit il faut tout distribuer tout de suite, eh ben, on reste pauvre, en fait. Par contre, si on investit, on peut améliorer les infrastructures au fur et à mesure et les étendre. Et en fait, donc ça, c'est peut-être, Christine, tu référais peut-être à ça, mais par exemple, les cisterciens et ce genre de congrégation, donc ils avaient une sorte de limite, hein, est-ce que c'est 64 personnes, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, à un moment donné, ils avaient obligation de se mettre en deux. Donc, comme les abeilles, la moitié des moines étaient obligés d'aller trouver un autre terrain. Et alors, ils allaient reproduire le système ailleurs et à l'infini. Mais vraiment, sur 50 ans ou sur 70 ans, tu vois que quand tu vois la carte, par exemple, de Cluny et de toutes les congrégations de Cluny, mais c'est incroyable comment ça s'est développé. Et puis, les cisterciens, c'était pareil. Donc, c'était... mais du coup, c'est viral, hein, c'est viral, en fait. Hein. Comme je voudrais dire, pour aller fonder la nouvelle communauté, il se sert forcément du surplus de la communauté initiale. Oui, il faut des réserves au départ. Il faut pouvoir manger avant la première saison. Il faut bâtir les bâtiments. Oui, vas-y, Christine. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui nous différencie de ces époques précédentes, c'est vraiment exactement ce qu'on fait là à petite échelle. Hein. Enfin, quand je dis à petite échelle, le travail que tu as réalisé, Michel, est incommensurable, mais parce qu'il faut prendre le temps de faire cette vision globale. Mais nous avons les moyens, grâce à Internet, voilà, grâce au numérique, nous avons les moyens de pédaler sur le vélo et de nous regarder pédaler. Et donc, nos interactions systémiques vont beaucoup plus vite que quand les territoires étaient beaucoup plus petits et délimités. Et nous en sommes, ce qu'on disait juste à l'instant, en train d'essayer le truc. Donc, on n'est pas encore dans la maturité si on reprend les 4 cycles du premier auteur.
on a ces cycles-là qui vont très très vite, qui sont interagissants parce que on n'a pas plutôt commencé à faire un truc, qu'on se met en méta pour voir ce qu'on fait. Et par exemple, il faut absolument en effet qu'on résolve notre rapport à l'argent, au surplus, etc. Voilà, ça il faut, sinon on peut pas passer. Et donc les évolutions de l'histoire qui vont toujours d'une extrême à l'autre, les temps sont raccourcis par rapport à ça, ce qui donne des fragmentations encore plus énormes au niveau sociétal, puisque tous ces modèles-là se percutent en même temps. Il y en a qui vont tout juste à une étape, que les autres sont ailleurs, etc. Du coup, la recomposition globale de tous ces éléments pour arriver alors à une nouvelle forme de cistercien, mais qui ne reproduirait pas à l'identique, mais qui pourrait reproduire ce qui marche pas et ce qui a amélioré. Il faudrait qu'on arrive là. Et quand tu disais, Emmanuel, tout à l'heure en off, ce qui est un peu épuisant, c'est que tout le monde revient au début de l'histoire et recommence ses 25 ans de pratique. Là, c'est pour moi l'égo-transition, pardon. Il faut qu'on arrive à une éco-transition, qu'on dépasse les égos, on n'a plus le temps. Il faut vraiment qu'on dise, bon, ok, ça va, qu'on sache monter sur les épaules des voisins, qu'on dise qu'est-ce que t'as fait, comment t'as fait, qu'on veuille bien apprendre assez rapidement pour justement, voilà. Et là, ça fait lien avec un truc qu'on se mettait en commentaire off pour l'exploiter plus tard. Mais bon, bah voilà, ça, on va l'exploiter tout de suite. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un moment où les villes étaient le berceau de l'intellectualisme, de la pensée, et les campagnes nourrissaient de façon très, très, très basique, hein, et très clivée. Sauf qu'avec le nombre de gens des villes qui sont allés aujourd'hui dans les campagnes pour des tas de raisons, et on pourrait dire merci la crise sanitaire, notamment pour ça, fait que on a quelque chose qui est beaucoup plus hybride. Donc, on a dans les campagnes des compositions de personnes très hybrides et on a quelque chose qui doit se créer entre la mémoire, mais qu'elle ne se reproduise pas de façon cyclique. Donc, il y a une espèce de mémoire et de transmission qui s'hybride avec les idées des néo-machin-trucs qui étaient fort décriés par les locaux avant, mais dont finalement on se rend compte que c'est pas si bête, ils apportent aussi des fois des trucs sympas. Et c'est à cet endroit-là de croisement où on a finalement des gens des deux côtés. On continue à avoir des ruraux qui vont dans les villes et on a des citadins qui vont dans les campagnes et du coup, il y a des hybridations à plein de niveaux. Alors, il y a un concept que j'aime beaucoup. Je pense que c'est très nouveau, ouais. Ça. Il y a un concept que moi j'aime assez bien, qui est de Jordan Hall, qui parle de Civium Project. Donc, il réfère à un livre qui s'appelle Scale de Geoffrey West, où il dit donc, il y a des relations sous-linéaires et super-linéaires. Donc, le sous-linéaire, c'est par exemple, tu as un bébé avec son cerveau. Quand il double son corps, son cerveau, il croît seulement de 85%. Donc, il y a une perte dans la mise en échelle. Par contre, les villes, ils ont trouvé que tu doubles une ville, il y a plus que 2 fois l'innovation. Donc, les villes, elles étaient super linéaires. C'est pour ça que les civilisations ont gagné sur les non-civilisations, parce qu'il y avait beaucoup plus d'innovation et donc la ville était un moteur. Or, aujourd'hui, justement, Civium, c'est quoi? C'est cette idée, c'est de créer des villes temporaires, numériques. Alors, je voudrais introduire ce que j'ai appris ce dernier temps dans le monde crypto parce que je crois que c'est intéressant. Donc, moi, je fais un peu une histoire de ces infrastructures. Je dis la chose suivante. Donc, l'open source a créé une infrastructure pour mutualiser le travail au niveau global. Donc, c'est-à-dire qu'on peut créer des projets d'échelle globale et où chacun peut adhérer volontairement à ce projet commun et commencer à créer une économie translocale autour de ces projets communs. Par exemple, les grands logiciels open source, etc. Le crypto, alors le problème de l'open source, c'était que les gens qui travaillaient pour les entreprises pouvaient gagner de l'argent, mais les gens qui travaillaient pour le réseau, ils gagnaient rien. Donc du coup, des grandes multinationales se sont mis dessus et ils ont commencé à payer certaines personnes. Et du coup, ils ont vraiment une très grande influence sur le monde open source, comme IBM sur Linux, par exemple. Crypto, ils ont créé, pour moi, le moyen de coordonner le financement de ce travail. Donc, ils ont créé un système complètement open source, très communautaire, et qui est basé donc sur des systèmes totalement ouverts
où chaque entité peut rentrer, sortir. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils développent des méthodes de gouvernance anti-oligarchiques. Donc, des méthodes pour voter qui favorisent les contributeurs et pas ceux qui ont le plus de tokens. Surtout, ils ont développé leur propre méthode de financer les communs. Donc, ça s'appelle Public Goods Funding. Ils ont même Retroactive Public Goods Funding. Donc, je donne un exemple. Donc, il y a des réseaux pour les portefeuilles. Donc, il y en a un, Mainnet, qui est très lent. Donc, il y a un nouveau qui s'est créé, Optimism. Donc, ils ont besoin de 1,5% de taxes pour maintenir le réseau et le développer. Mais ils ont doublé la taxe. Et l'autre moitié, ils investissent dans les public goods. Donc, ils font un don à Gitcoin. Et Gitcoin, c'est leur méthode de financer le travail qui est bon pour tout le monde, mais pas pour quelqu'un en particulier. Donc, les communs. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que maintenant, on a un système qui sait gérer le travail d'une façon translocale et qui sait gérer le financement du travail. Ce qui manque, et j'y travaille, c'est pouvoir coordonner une production au niveau mondial. Donc, c'est-à-dire avoir des permacultures un peu partout, très localisées, tu as les bottes dans la boue, tu connais tout le monde qui travaille avec toi au niveau local, donc c'est très local et communautaire. En même temps, il y a tout un protocole de coopération globale, il y a un apprentissage global, il y a des biotopes qui se ressemblent, donc ils peuvent apprendre les uns des autres, les Tibétains et les Équatoriens, dans les hauteurs, ils ont exactement le même biotope. Donc, il y a beaucoup à apprendre les uns des autres et créer comme tu disais, Christine, des apprentissages communs qui peuvent aller très, très vite. Et donc, voilà. Et moi, ça m'intéresse, les cryptos, c'est pour ça. C'est pour créer, en fait, une infrastructure de coordination mutuelle qui est relativement indépendante du marché classique du capital et des grandes banques et des grandes entreprises et qui est relativement indépendante de l'État. Et donc là, je parle avec un ami. Donc lui, il crée un système qui va permettre à des projets régénératifs locaux de s'allier entre eux, créer une couche numérique pour les unifier, déclarer une souveraineté alternative et à ce moment-là, pouvoir créer des nouveaux méthodes de financement pour ces projets. Alors, je voudrais juste dire comme anecdote, c'est qu'à la fin de l'Empire romain, donc quand les Germains sont devenus Théodoric, le roi d'Italie, ben, l'élite romaine s'est posé des questions. Comment est-ce qu'on va préserver notre culture? Et donc, du coup, il y a une conversion massive et un financement massif de l'Église comme lieu de protection de la culture romaine et même la pension. Hein. Donc, les riches romains, ils s'achetaient des appartements dans les monastères. Et donc, le crypto, paradoxalement, a réussi à faire ça. Il y a quand même beaucoup. Alors, donc, je voudrais pas faire une utopie, hein, parce qu'il y a beaucoup de spéculation et tout ça. Mais en même temps, c'est quand même, je veux dire en anglais, it's a resilience game. Alors, c'est pas bon pour tout le monde parce que ce qu'ils font, évidemment, c'est être complètement translocal. Et donc, si ça va mal en Portugal, ils peuvent aller en Grèce, etc., etc. Donc, c'est bon pour eux, mais c'est pas nécessairement bon pour tout le monde. Mais ce que je cherche à faire, donc c'est ça la cosmolocalisation, c'est créer un lien entre ces nowhere qui sont rootless et les rendre rootful, donc plein de racines, et d'en faire des everywhere. Et pour revenir au niveau des stratégies, je crois que c'est très important. Donc Gramsci, c'est aussi un marxiste des années 30, emprisonné par Mussolini, qui a écrit des livres très populaires. Il parlait des intellectuels organiques. C'est-à-dire que historiquement, les élites, elles travaillaient pour la classe dirigeante. Mais la classe ouvrière, en mutualisant, en payant de l'argent pour les organisations, leurs syndicats, leurs journaux, a créé en fait une couche d'intellectuels qui étaient au service de la classe ouvrière. Et ça a été cassé. Et le problème aujourd'hui des mobilisations, comme tu dis, c'est qu'on mobilise très vite grâce à Internet,
mais il n'y a aucune continuité, il n'y a pas d'argent, et donc on est très vite essoufflé, et chaque fois on recommence à zéro. Alors moi, je ne sais pas exactement comment faire ça, mais je crois qu'effectivement, on doit créer un mouvement des communs qui crée d'une certaine sorte cette infrastructure plus permanente et qui peut créer justement des apprentissages collectifs, etc., etc. Alors ça se fait spontanément, organiquement, mais ça ne se fait pas suffisamment. Ceci dit, alors je reviens à Civium, donc ce que font les gens du crypto, c'est se rencontrer tout le temps. Donc, par exemple, Zuzalu, c'est là que j'ai redécouvert ce monde. Et ben, tous les 3 mois, ils se rencontrent. 2 semaines, une fois par mois, une fois par an, 2 mois. Et ils sont ensemble, ils apprennent l'un des autres, ils échangent, ils font des amitiés. Et justement, Christine, tu n'es peut-être pas encore au courant. Emmanuel, je crois que je t'en ai parlé. Moi, j'ai créé des conférences marchantes, pas marchandes, mais donc 5 jours dans la nature, dans un endroit historique. On parle un peu le matin. Donc, on marche, on est dans notre corps, on crée des amitiés parce qu'on est quand même 5 jours ensemble, on respire bien et on partage des idées, des enthousiasmes. Et donc, c'est recréer ce tissu d'amitié et de confiance contre l'atomisation du monde qu'on vit aujourd'hui. Peut-être pour aller vers la conclusion. Oui, je finis. Oui, mais tu voulais nous dire quelque chose de spécifique sur le changement, je crois. Tu voulais dire quelque chose. Non, mais justement, c'est ce processus de fragmentation, polarisation, qui est inévitable. Donc, les chrétiens contre les païens, la réforme contre les catholiques, et aujourd'hui, c'est la guerre culturelle. Et je dirais qu'il n'y a pas de salut dans ce conflit. Donc, par exemple, l'État-nation est sorti du conflit entre la réforme et l'Église catholique en mettant la religion de côté et en recréant une unité autour du roi et une sorte de religion civique minimale. Et la religion est devenue un truc intérieur. Donc, Capital State Nation, ça a été la solution à la désagrégation du monde féodal et de cette guerre culturelle. L'Église chrétienne, donc ça c'est Toynbee qui explique très bien, donc tu as les Hérodiens, c'est tous ceux, comme le roi Hérode, qui veulent s'adapter à l'Empire romain et se disent, on va apprendre des puissants et puis on va peut-être pouvoir s'en sortir. Et puis tu as de l'autre côté les Zélotes, donc les révolutionnaires juifs, qui disent aucun compromis, on se bat jusqu'à la mort, et c'est ce qu'effectivement ils ont fait. Mais Saint Paul, il n'a pas fait ça, lui. Il a mélangé, il a créé une nouvelle synthèse entre l'hellénisme, donc l'hérodianisme, et le prophétisme de Jésus. Et c'est ce mélange-là qui a créé la nouvelle société. Et donc, je ne peux pas anticiper aujourd'hui ce que ça va exactement être ce mélange. Mais donc, dans la guerre culturelle, il y a 2 forces qui s'annihilent. Et alors moi, j'ai un peu d'analyse différente que toi, Christine, par rapport à Trump et tout ça. Mais de toute façon, eux, ce qu'ils veulent, c'est, à mon avis, c'est préserver quelque chose qui a été perdu. Et donc, il n'y a pas de solution. Parce que, justement, on ne peut pas préserver ce monde. Alors, ils vont peut-être réussir pour 15 ou 20 ans de garder des choses un peu plus longtemps. Mais de l'autre côté aussi, ils sont devenus identitaires, etc. Donc, il n'y a pas de solution dans ce conflit-là. Et donc, moi, je me pose la question, donc plutôt que de dire qu'il n'y a plus de gauche et de droite, maintenant, je dis de façon un peu provocateur, évidemment, je dis, moi, je suis tout à fait à gauche et tout à fait à droite. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment se comprendre, il faut comprendre ce qui est tellement important dans la pensée de l'émancipation et ce qui est important dans la pensée de la conservation.
Mais peut-être justement par rapport à ce que tu disais, Michel, Oui. voilà, il y a eu une sorte de fusion donc entre deux pensées, deux visions qui s'opposaient, mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est pas il n'y aura pas de fusion. Enfin, il me semble qu'aujourd'hui c'est plutôt un autre chemin en fait, qui est pas enfin, il me semble pas qui va peut-être pouvoir effectivement emmener des gens de droite, des gens de gauche, évidemment, hein. Mais il me Oui. semble que c'est pas Mais il une faut des nouveaux alignements. Il faut des nouveaux alignements qui sont assez bons, assez intéressants pour attirer les gens des deux bords Oui, mais et que quelque chose d'essentiel est sauvegardé de leur profond désir oui, et qui permet des bah, il nouvelles faut quelque alliances. chose qui fasse désir pour eux, ça c'est certain. C'est Mais ça. il me semble que c'est quand même plutôt une troisième voie que Ben, ça, c'est sûr. une fusion des deux. Mais oui, Une bien sûr vision qu'il faut. totalement différente de l'État, une vision différente d'économie, une vision différente de société civile, et en fait, une transformation triple. Euh, et alors, moi, évidemment, ce que je propose, c'est une vision centrée autour des communs. Hein, c'est essentiellement une Bah oui. société qui est organisée autour de la protection de la vie et des ressources rares et mais qui permet quand même une prospérité, un dynamisme mais régulé par la survie de la planète et de la vie, en fait. Si tu avais un mot de la fin, est-ce que ça serait celui-ci, ce que tu viens de dire? Oui, ça, je crois que c'est une bonne fin. Et alors, je dirais peut-être une petite notion que j'ai appris d'un Américain qui vit à Séoul, Mark Whitaker. Donc, lui, il parle de jurisdictional alliances. Donc, quelle est l'alliance juridictionnelle qui va pouvoir avoir une majorité? Et j'ai trouvé ça assez intéressant comme concept. Ben ça, c'est sûr, hein, avant qu'il y ait l'écocide et tous les acteurs qui y ont contribué, j'avais dit, si on ne mêle pas le juridique, on va pas y arriver. Parce qu'à un moment donné, il faut effectivement légiférer sur les progrès pour que ceux qui viennent les détruire soient endigués. Donc, on voit Oui, bien que tous les domaines sont sollicités pour arriver à être repensés pour créer la tierce voie. tout à Voilà, fait. donc espérons que grâce à toi et à nos échanges, ça aura donné des envies d'exploration, de curiosité pour co-contribuer à cette tierce voie. Un mot de la fin, Emmanuel? Écoute, oui, moi je trouve que, comme tu le disais, Michel, et justement c'est étonnant, mais enfin ça pourra paraître étonnant peut-être à ceux qui nous écouteront, mais effectivement il y a cette nécessité même dans les cryptos et de se retrouver physiquement d'une façon tangible et donc c'est important aussi. Moi je pense que c'est justement que les deux peuvent complètement coexister, se voir comme on se voit là et puis se voir vraiment en chair et en os. Donc moi je vous invite, hein, Michel, je pense que je peux le faire, à nous retrouver aussi à Naples et voilà et à marcher sur le chemin des dieux. Parce que ça Oui, s'appelle comme alors, ça. petite Voilà, voilà. parenthèse. Donc, je discute avec Olivier Frérot et tout, que tu connais aussi sans doute, hein, de faire une marche au canal du Midi, en Ah, France. super. Ah oui, super. Très bonne idée, ouais. Ouais, ouais. Génial. Donc, on peut, voilà, c'est plus près, probablement. Enfin, ça dépend En français, parce d'où qu'à vous Naples, allez ils nous sont... écouter. Oui, exact. Mais on vous tiendra au courant, n'est-ce pas, Christine, sur aussi toutes les choses qui se produiront en mode tangible, pour aussi pouvoir se rencontrer vraiment. Prenez place, comme tu le dis si bien. Donc, Oui, on va très passer. bien. Bon, c'était génial comme titre, hein. Merci. Prenons place. Oui, c'est actif. Il y a un agent, il y a une agence. Oui, Ouais. oui, c'est ça. À très bientôt. Merci. Ok, merci Merci. et on se parlera. Merci. Merci à tout le monde. Merci.